Bienvenue dans Les Vraies Voix responsables, toujours avec Philippe David. Beaucoup d'invités avec nous ce soir, Philippe. On est en direct du Big 8. Alors qu'est-ce que c'est que le Big 8? C'est le BPI France Inno Génération, le plus grand rassemblement d'entreprises d'Europe. C'est l'événement aujourd'hui à l'Accor Arena de Paris pour cette 8e édition. Une journée consacrée aux enjeux de demain et aux tendances technologiques, destinée à tous les dirigeants industriels petits et grands. Un événement hybride en physique et en digital avec près de 500 ateliers et des conférences retransmises en direct et en différé. Oui, c'est un événement incontournable pour les entrepreneurs, une occasion unique de développer aussi leur business, leur réseau au travers de parcours thématiques. Et on va en parler avec des patrons, des présidents, et Bertrand Mazot est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Vous êtes président de l'OPCO Mobilité, l'opérateur de compétences de métier et de mobilité. Votre rôle, vous, aujourd'hui, c'est l'accompagnement des entreprises sur des sujets de formation, d'alternance par exemple? Oui, on a donc plusieurs branches qui concernent la mobilité, aussi bien terrestre, fluviale, maritime. Et nous avons beaucoup d'entreprises et de salariés et nous sommes là pour la formation, mais nous sommes là aussi pour la recherche, pour aider sur la recherche d'emploi parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Nous sommes aussi sur les études avec les observatoires pour les besoins de demain, puisqu'on en parle beaucoup avec le devenir climatique et tout ça. Donc on est sur ces bonnes choses. Alors OPCO Mobilité que vous présidez, c'est 131 684 alternants, 87 431 entreprises et 1 423 263 salariés. Ça fait du monde. C'est précis, ça fait du monde. C'est un des secteurs essentiels de l'économie française, les mobilités. Tout à fait, parce que c'est pas délocalisable déjà, oui. Premièrement. C'est sûr. C'est un des avantages. Et en plus de ça, ce sont des professions qui ont de l'avenir, puisqu'il y a des évolutions qui vont arriver dans les métiers. Donc c'est des professions d'avenir. Ce sont des professions dont on a besoin. On a bien vu pendant la pandémie, toutes les grandes surfaces étaient ravitaillées. C'est grâce aux conducteurs de camions qui ramenaient toutes les parties alimentaires et tout ça. Sachant qu'en plus de ça, pendant plus de 15 jours, ils n'avaient pas droit à la restauration puisque tout était fermé. Ils n'avaient pas le droit aux sanitaires pour prendre une douche ou quoi que ce soit. On a dit des infirmières dont acte, c'était très bien, mais on a occulté aussi ces personnes-là qui étaient présentes. Donc vous voyez, il y a dans toutes ces professions-là beaucoup de sujets positifs et très intéressants. Votre présence ici au Big 8, 8e édition, c'est aussi une façon de valoriser les métiers, les expertises des filières du transport, de la logistique par exemple, qui sont souvent un peu, on a l'impression que ce sont des filières un peu difficiles et pourtant il y a énormément d'expertise à montrer. Tout à fait, c'est un support très bon pour nous au niveau promotionnel et faire connaître tous les métiers qui existent parce que dans beaucoup de branches, on ne voit qu'une partie des métiers existants et il est très important de faire voir qu'il y a une amplitude assez énorme dans toutes les professions. Est-ce qu'en matière d'innovation, justement, alors il y a des métiers de ces filières qui vont certainement être amenés à disparaître, d'autres qui vont naître ou qui sont déjà nés, c'est aussi de montrer ces nouveaux métiers qui arrivent? Ah oui, c'est important. Donc, comme vous le dites, il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui ne vont pas disparaître, mais qu'il faut améliorer, qu'il faut modifier, et d'autres qui vont arriver. On sait très bien que tout ce qu'on entend dire sur l'électrique, mais vous avez aussi l'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène existe déjà au niveau des ports, puisque les bateaux qui sont à quai ont besoin d'électricité. Et avant, c'était fourni par des groupes. Maintenant, c'est fourni par l'hydrogène. Donc, vous voyez une évolution. Au niveau des vélos, le vélo à hydrogène existe déjà. Donc il y a des évolutions qui vont arriver et des métiers qui vont y être associés. Voilà. Bertrand Mazot, les mobilités, on parlait justement avec Cécile des nouvelles mobilités, elles arrivent. Quels sont les profils que vous recherchez? C'est très vaste, c'est du bac -5 au bac +5. C'est quoi les profils que vous recherchez? Alors on recherche dans toutes les professions, il y a du bac, de l'infrabac et du suprabac. Il faut de tout parce que vous avez des professions techniquement parlant moins pointues, mais d'autres qui le sont. Et on va arriver dans la maintenance où ça va être quand même un peu plus fort. La technicité, donc on a besoin quand même de personnes bac+.
Votre travail aussi, c'est de promouvoir ces métiers de la mobilité, particulièrement sur une cible plus jeune. Est-ce que ça veut dire que pour aller les chercher, vous allez par exemple sur les plateformes de streaming? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut leur parler à ces jeunes. Au niveau de l'Opcomobilité, on a un service communication et nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est ces nouveaux moyens de communication. Et on a ciblé aussi bien les jeunes, mais les personnes d'un certain âge qui sont demandeurs d'emploi ou qui se recyclent, mais aussi les parents des jeunes. Ouais. On cible sur l'entièreté du système. Sur la reconversion professionnelle? Sur la reconversion professionnelle, mais sur les parents qui, eux aussi, sont derrière pour les enfants, pour les aider. Ah oui, pour les stimuler. Pour les stimuler aussi. Et on est aussi présent quand il y a des salons, des animations telles que le Big Tour et des choses comme ça. On est sur tous ces sites-là. Bertrand Mazot, on parle beaucoup des pénuries de conducteurs, notamment de bus à Paris. La région Île-de-France met 2 000 € d'incitation. Dans les territoires, dans les provinces, dans les régions, on manque de conducteurs de bus scolaires et Dieu sait s'ils sont vitaux. Ça doit beaucoup amener de personnes à former chez vous. Ça amène beaucoup de personnes à former. Le premier problème, c'est de les faire venir. Parce que comme vous le dites, les transports de bus scolaires, ce sont avec des créneaux horaires pas faciles. Pas toujours, oui. Donc ce qu'il faut trouver derrière, c'est quels moyens on pourrait mettre en face de façon à ce que les gens puissent se permettre de venir dans ces professions-là. On va voir des personnes qui acceptent le travail à mi-temps. Dans les bus, on a les femmes, et ça c'est très bien qu'elles arrivent. Mais on a à l'heure actuelle des personnes qui sont en retraite et qui se font un complément avec. Donc c'est un peu dommageable. Il faudrait qu'on trouve aussi des systèmes et une méthodologie pour faire. C'est vrai qu'avec l'Observatoire, on est en train d'étudier tous ces systèmes-là. On a un autre grand défi chez vous, c'est la compétence. Comment maintenir la compétence? Comment la renouveler? Parce qu'il y a parfois des carrières longues, et ces carrières longues, forcément, le métier évolue et il faut les reformer au fur et à mesure, tous ces gens-là. Voilà, au niveau de l'OPCO, comme tous les OPCO, comme vous le disiez, on a donc l'apprentissage. Et nous, à notre niveau, cette année, de mémoire, on évolue encore à 30-34% de plus de contrats d'apprentissage. Donc, je pense qu'à un certain moment, ça va devenir normal dans le système. Mais on a aussi dans les formations ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que quand il y a des nouveautés, et ça s'appelle le plan de développement des compétences au niveau des entreprises, quand il y a des évolutions, des modifications aussi bien techniques que législatives, parce que dans les transports ils sont là. Donc on fait des sessions où les gens sont reformés. Et on est là derrière pour aider les entreprises dans ces cursus de formation, parce qu'au niveau de l'Opcomobilité, comme vous le disiez, il y a un peu plus de 500 personnes, plus de la moitié des salariés sont sur le terrain. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est au plus proche des entreprises et des salariés. Est-ce que la crise sanitaire a accéléré justement sur toutes les réflexions sur les sujets de la mobilité? Est-ce que ça a été un choc pour certains? Un choc, oui, mais ça a été d'un autre côté positif, puisqu'on a eu cette aide-là avec le FNE. Nous en avions parlé à l'époque avec Madame la ministre, Madame Borne, que les critères étaient trop restrictifs. Donc il y a une évolution qui a été faite, et je peux vous dire que ça a été un boom à ce niveau-là, où les entreprises se sont vraiment investies dans la formation. Quelle forme de mobilité aujourd'hui vous voyez? Est-ce que ce sont les mobilités douces qui prennent le relais? C'est quel type de... Parce que je sais que vous travaillez avec la RATP par exemple, c'est important de le dire aussi, mais quelle forme de mobilité aujourd'hui avance plus rapidement que les autres? Alors il y a la mobilité électrique, et puis le système qu'on doit mettre en exergue aussi, c'est qu'on ne doit pas mettre en opposition les mobilités, on doit justement les additionner et les mettre complémentaires les unes aux autres. Et c'est ça qui est important, et c'est là où on va gagner, entre guillemets. Bertrand Mazot, quand on est président d'OPCO, qu'est-ce qu'on vient chercher à BIG? Moi, en tant que président? Oui. Les contacts. Le contact, et puis on en parlait tout à l'heure avec Cécile, c'est un besoin intellectuel, ça fait du bien, parce que j'étais avant président d'un OPCA de branche, et là d'arriver dans un OPCO où il y a un interbranche, ça ouvre l'esprit, et quelque part on amène un œil neuf, avec un regard un peu différent. On risque de se lasser quand on est trop longtemps dedans. C'est quoi? C'est un échange de compétences, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et peut-être de réfléchir à des sujets communs? Voilà, c'est important, il faut réfléchir, et je crois qu'il faut qu'on soit tous dans la même réaction pour aller de l'avant et que tout le monde soit heureux, parce que
quand on voit les messages qu'on a de temps en temps, c'est vraiment aigri. On sort d'une pandémie, il y a la guerre. Alors qu'il faut bien faire voir quand même qu'il y a de l'avenir dans nos branches et il y a du plaisir. Donc il faut qu'on soit positif dans le système. Il faut qu'on arrête de tout voir en noir. Bien au contraire, la mariée est blanche. Si on résumait votre pensée pour conclure, Big is beautiful, c'est bien ça? Yes. Voilà, merci beaucoup Bertrand Mazot d'avoir été avec nous, président d'Opco Mobilité, l'opérateur de compétences des métiers de la mobilité. Et dans un instant, on va vous parler de mobilier design contemporain, éthique et local. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que le personnage est assez atypique. Absolument. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une reconversion. Restez avec nous, bienvenue sur Sud Radio. On revient dans un instant en direct du Big. Bienvenue de retour dans les vraies voix avec Philippe David, nos invités, en direct du BPI France Inno Génération. Donc c'est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe. C'est un événement aujourd'hui, c'est même l'événement à l'Accor Arena de Paris pour cette 8e édition. C'est l'occasion forcément de rencontrer des entrepreneurs. Philippe, avec Marie Pirotet qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes présidente de Biosensi. C'est une start-up spécialisée dans les dispositifs médicaux de télésurveillance pour les pathologies chroniques cardio-respiratoires. C'est un dispositif que vous avez mis en place sous forme de montres et de plateformes. Donc effectivement, c'est un bracelet connecté qui mesure les signes vitaux de façon régulière et automatique. Et c'est sur ces signes vitaux qu'on met à disposition des différents professionnels de santé sur la plateforme. Ça leur permet de suivre l'évolution du patient et d'anticiper les dégradations. Alors on parle d'un défi qui est quand même assez important, c'est une maladie pulmonaire chronique, ça s'appelle BPCO, vous allez nous le dire parce que c'est pas facile à dire. Oui. C'est quoi? Il faut un petit entraînement, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Effectivement, c'est une maladie qui est vraiment méconnue et pourtant c'est la 3e cause de mortalité mondiale. Il y a 385 millions de patients dans le monde qui sont concernés, 3,8 millions en France. Et justement parce que c'était une pathologie délaissée sur laquelle il n'y avait aucun dispositif médical qui favorisait et sécurisait le maintien à domicile des patients, c'est à ce challenge-là qu'on a voulu nous confronter en premier, parce qu'on a beaucoup d'autres idées derrière. Et alors cette pathologie a une particularité, c'est que le patient fait des crises où sa santé se dégrade rapidement, il est hospitalisé en urgence, qu'on appelle exacerbation. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir prédire ces exacerbations. En particulier, ça représente 150 000 hospitalisations par an en France. Oui. Et surtout, c'est synonyme d'une dégradation forte de la santé du patient. Le taux de mortalité est de 21% seulement un an après la première crise. D'accord. Donc c'est très important de pouvoir anticiper et laisser le temps au médecin d'adapter son traitement et à minima, diminuer l'intensité et d'améliorer la qualité de vie du patient. Marie Pirotet, expliquez-nous comment ça marche. C'est votre médecin qui vous l'installe, qui vous explique comment ça fonctionne? Oui, en fait, un dispositif médical numérique. Comme pour les insulinodépendants, où on leur apprend... C'est sur prescription. Il faut vraiment, de toute façon, qu'il y ait un professionnel de santé derrière. Ça s'inscrit dans un parcours. Et ça, c'est très important pour nous, parce que le numérique seul ne va pas soigner les gens. Il y a vraiment besoin de tout cet environnement. Et sur prescription médicale, donc le médecin peut avoir accès à distance, il peut déléguer à une infirmière de coordination, une infirmière de pratique avancée, etc., un kiné. Et ça. Vous parliez de situation prédictive. Il y a dans cette maladie pulmonaire chronique des signes avant-coureurs qui permettent justement aux médecins de se dire là on va rentrer en crise où la crise est immédiate et on ne peut pas trop la gérer d'avance. Donc c'est là où est notre innovation, entre autres. Sur notre bracelet, on mesure la fréquence respiratoire. Et la fréquence respiratoire est un biomarqueur vraiment déterminant pour la prédiction des exacerbations, et nos études cliniques en cours là nous le confirment. Donc aujourd'hui, la solution prédictive n'est pas encore sur le marché, on n'a pas encore la certification CE, mais on est en train de faire les études cliniques pour apporter des éléments pour aller sur le marché. Et comment vous est venue l'idée? C'est quelqu'un de votre famille qui a été touché par cette maladie? Parce qu'il y a souvent des histoires comme ceci. Oui. Il y a une histoire. Heureusement, personne dans ma famille n'est touché par ça, mais le frère jumeau de mon associé est pneumologue. Et c'est suite à une discussion avec lui où justement il faisait le constat que c'était une maladie méconnue, où il y avait peu d'innovation, et il arrivait difficilement à suivre ses patients correctement dans le temps, et il n'anticipait pas, il avait toujours l'impression d'arriver trop tard. Et donc nous on s'est dit que a priori, vu
On était dans un environnement d'objets connectés, de beaucoup d'innovations. On s'est dit qu'il y avait un marché, un besoin, qu'il fallait qu'on développe cette solution. Est-ce qu'en période de Covid, justement, ça a aidé, ça a été, parce qu'on a entendu parler des accessoires, les problèmes de respiration. Est-ce que ça a été utile pour certains ? Oui, ça a été utile pour certains, entre autres dans la Meuse, ça a été pas mal utilisé justement pour faire sortir les patients un peu plus tôt de l'hôpital, même sous oxygène, et pouvoir les surveiller à la maison et libérer des lits. Ça a été aussi utilisé dans d'autres endroits pour suivre les patients chroniques à domicile qui, justement, en insuffisance respiratoire, n'avaient surtout pas envie de retourner à l'hôpital avec le risque de contamination. Donc on a eu quelques déploiements comme ça sur le Covid qui est très intéressant. Le salon, il est organisé par la BPI Banque, argent, ça a un coût, c'est pris en charge par la sécurité sociale, le bracelet, comment ça se passe ? C'est une très bonne question également. On pose souvent des bonnes questions sur cette radio. Écoutez, je le reconnais avec plaisir. De toute façon, vous êtes obligé de le dire, donc comme ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. Check. Aujourd'hui, on n'a pas de remboursement. On est dans un modèle B2B. Où en fait, business to business. Donc. Business to business. Donc c'est des industriels, des prestataires de santé à domicile, des hospitalisations à domicile, des plateformes de télésurveillance qui nous achètent la solution pour améliorer la prise en charge. On va avoir le forfait de la télésurveillance qui a été inscrit dans la loi de 2022 dont on attend le décret, donc qui va aussi nous permettre, je pense, de favoriser cette prise en charge. Et de toute façon, on va aller chercher un remboursement en nom de marque pour notre brique prédictive et cette solution. Marie Pierrotet, l'important aussi des durs, c'est que si on arrive à prévenir ces crises, ça veut dire que pas d'urgence. Ça veut dire que ça désengorge les hôpitaux. Ça veut dire que aussi ça réduit peut-être les frais liés exorbitants de l'assurance maladie. Oui, clairement. Oui. Enfin, notre objectif, c'est de améliorer la qualité de vie du patient, améliorer sa prise en charge, mais évidemment en diminuant les hospitalisations. Quand c'est des hospitalisations qui sont faites en urgence avec des ambulances, etc., qui sont suivies de réhabilitation respiratoire, enfin les coûts d'exacerbation, ça représente un peu plus d'1,5 milliard d'euros par an en France uniquement sur ces hospitalisations. Est-ce que le fait d'avoir des crises régulières, d'éviter justement ces crises régulières, permet de calmer la maladie, permet d'adoucir? Est-ce que des crises engendrent aussi des problèmes sur les patients? Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vouloir dire trop de bêtises. Un patient qui fait une exacerbation, a priori, a tendance à refaire des exacerbations, mais évidemment, c'est des maladies chroniques dont on ne guérit pas. Donc, en fait, si on arrive plus facilement à maîtriser, en fait, en évitant ces crises et à avoir un état un peu plus stable. Ce qui permet d'avoir une vie plus agréable et plus douce, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes aidé par les pouvoirs publics? Est-ce que vous êtes une start-up très novatrice? Est-ce que vous êtes aidé dans ce domaine? Oui, alors vous l'avez dit, on a l'événement BIG de BPI France, effectivement. On est une start-up, on a des soutiens de la région Bretagne, dont on est basé, de BPI France beaucoup, clairement, et on en a eu à nos différents stades de développement, bien sûr. Le marché de ce qu'on appelle la medtech, en fait, c'est la médecine, la santé, l'innovation de la santé. C'est un marché de 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'en 2021. Est-ce que ça veut dire que vous, avec cette start-up, vous allez pouvoir développer aussi sur ces levées de fonds, il y a beaucoup de levées de fonds aussi, peut-être développer d'autres produits sur d'autres pathologies, par exemple? Bien sûr. En fait, donc là, nous, on avait cette première ambition d'apporter une brique prédictive sur la BPCO. On regarde beaucoup d'autres pathologies. Déjà, notre solution de télésurveillance est utilisée. Elle a été utilisée, on en a parlé un petit peu dans le Covid, pour les fibroses, bien sûr. Pour le syndrome de l'obésité. Et on regarde aussi, on est en train de travailler pour intégrer d'autres mesures. Que les signes vitaux que l'on a aujourd'hui, qui sont fréquence respiratoire, taux d'oxygène dans le sang et rythme cardiaque. Et oui, des idées, on n'en manque pas. Oui, je pense. Est-ce qu'on peut appeler votre solution de la médecine prophylactique? Oh là, vous allez loin, Philippe David, là. C'est-à-dire prévenir plutôt que guérir. Voilà. Oui. Oui, c'est ça.
Vous avez signé d'ailleurs un partenariat stratégique avec ResMed, c'est ça? Le principe, c'est quoi? Lui, c'est un acteur mondial de la santé. Le principe, c'est quoi? C'est quoi l'objet de ce partenariat? En fait, ResMed fabrique les machines d'assistance respiratoire, les ventilations non invasives. C'est un leader, donc il est implanté dans 140 pays, je crois. L'idée, c'est que eux, ils mettent à disposition les machines et ils suivent les machines. Nous, on a un bracelet et on suit le patient. Et d'un point de vue clinique, ce qui est très intéressant pour le médecin, c'est justement de voir quels sont les paramètres du patient en fonction de sa machine et d'associer les deux. Et la boucle est bouclée, c'est ça que vous voulez dire. Et donc, il y a de très belles synergies à avoir ensemble. Et puis là, on a signé un partenariat commercial. Donc, ils vont distribuer notre produit, ce qui, évidemment, pour nous est une très bonne nouvelle. Une dernière question courte et clin d'œil. En février, vous avez été élue Bretonne digitale de l'année. C'est le plus grand moment de votre vie. Écoutez, j'adore ce titre. Franchement, qui peut être Bretonne digitale de l'année? J'ai vraiment trouvé ça excellent. Je suis très fière. Et après, je sais que c'est un titre, ils m'ont dit c'est nominatif, etc. Mais honnêtement, j'ai une équipe derrière moi, on est 30. Voilà, il faut les remercier. Je les remercie beaucoup. Absolument. Parce vous que partagez avec eux. Ouais, seul, je ne serais pas Bretonne digitale de l'année. C'est bon. Donc vous leur dites Trugarez-Vraz. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est Sud Radio et les vraies voix en direct de BPI Inno Génération, le plus grand rassemblement, vous le savez, d'entrepreneurs d'Europe. C'est aujourd'hui à l'Arena, à l'Accor Arena de Paris pour cette 8e édition avec des milliers d'entreprises. Venez et tout de suite, venez voir ce qui se passe. On se retrouve dans un instant avec un nouvel entrepreneur. Restez avec nous, passez une bonne soirée sur Sud Radio. On est de retour dans les vraies voix responsables en direct du BIG. Vous savez ce que c'est que le BIG? C'est le BPI France Inno Génération, qui est le plus grand rassemblement des entrepreneurs d'Europe. C'est l'événement aujourd'hui à l'Accor Arena de Paris pour cette 8e édition. C'est une journée consacrée aux enjeux de demain et des tendances technologiques destinées à tous les dirigeants industriels, petits et grands, et à ceux qui ont des idées, et à ceux qui démarrent, des jeunes startups, des jeunes entreprises. Et des idées, il y en a beaucoup. On en parle ce soir avec Luc Monvoisin. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes fondateur, président de Cataba. Avant de parler de ces mobiliers éthiques, vous avez un parcours assez atypique. C'est-à-dire qu'en 2007, vous basculez d'un métier à un autre pour un constat sans appel, selon vous. Oui, absolument. En 2017, effectivement, j'arrête ma carrière d'officier de marine marchande. Parce que, après un peu plus d'une dizaine d'années à naviguer un peu partout dans le monde et en particulier dans la zone subtropicale, on se rend compte que dans tous les pays du Sud, les impacts de la pollution sont juste ahurissants. Honnêtement, c'est des rades de ports qui sont jonchés de déchets, c'est des montagnes de déchets qui se déversent dans la mer continuellement. On ne le perçoit pas, nous, c'est quelque chose dont on nous parle, mais en réalité, la perception qu'on a de la pollution sous nos latitudes et dans nos pays développés, elle est bien moindre elle n'est pas invisible, en tout cas on ne la voit pas de la même manière. Pas dans les mêmes proportions. Et j'avais un parcours qui m'avait conduit à passer par une école de design juste avant de me lancer dans la marine marchande. Et j'avais grenouillé gentiment dans les agences des copains et développé un peu de mobilier. Et quand je sortais de mes projets de mobilier perso pour équiper ma petite maison, je me rendais compte qu'en fait j'arrivais avec des produits qui sortaient de l'atelier des artisans à la moitié du prix de ce que je trouvais dans le commerce. C'est ça. Ah oui. Et je ne comprenais pas comment ça se faisait. Donc j'ai voulu commencer à essayer de détricoter un peu ce modèle économique, cette chaîne de valeur. Oui. Et c'est ça qui m'a conduit à lancer Cataba en 2017, après cette carrière d'officier de marine marchande. Alors Cataba, c'est quoi? Ça vient d'où? Pourquoi ce nom? Alors Cataba, c'est... Ça te fait rire, donc il y a une espèce de... Il doit y avoir de l'anecdote. C'est en quelle langue? C'est du japonais. C'est du japonais, c'est une petite scie japonaise. Et j'ai essayé de l'expliquer à la radio. Évidemment, je ne pourrais pas me servir de mes mains pour faire comprendre le principe. Mais si vous regardez une scie d'ébéniste pour faire des coupes de précision, on va rajouter ce qu'on appelle un dos, une petite pièce métallique sur le haut de la lame qui va permettre à la lame de rester bien droite quand on va pousser sur la lame pour faire la coupe. Et les Japonais se sont simplement dit, ok, mais si on veut avoir une lame bien fine et qu'on veut pas qu'elle se torde, est-ce que la solution, c'est pas simplement de retourner les dents de la lame et non plus de pousser, mais de tirer sur la lame. Ah oui, c'est malin. Et du coup, la lame reste droite. Ah bah et donc ça, c'est vraiment notre idée du design, c'est-à-dire qu'on va juste à l'essence de la pièce et on essaie de réfléchir intelligemment pour enlever de la matière et enlever de l'impact. Et dans la bonne direction. Oui. Vous vous qualifiez comme étant un fabricant de meubles faisant partie de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi l'économie sociale et solidaire? Alors l'économie sociale et solidaire, c'est tout un
un mouvement qui va regrouper tout le mouvement coopératif, les associations, mais qui va aussi, depuis les lois Hamon de 2016, si ma mémoire est bonne, ou 2014, qui va aussi être ouvert à des entreprises de droit privé. Cataba est une SAS, et qui ont dans leur statut pour mission d'avoir une action bénéfique sur la société, dans le traitement des impacts environnementaux, une intervention sociale, etc. On va aussi trouver les entreprises ESUS, et tout ce groupe d'acteurs est fédéré aujourd'hui par ce qu'on appelle le mouvement Impact France, qui est un peu le MEDEF de cette économie engagée. Alors, on parle de Cataba, mais c'est quoi? Quel type de meubles? Ça va de quoi à quoi? Parce que ça, c'est intéressant aussi, et savoir où on les achète surtout. Oui, alors absolument. Alors, vous les trouverez sur notre site internet, bien sûr. Aujourd'hui, on n'a pas encore de distributeur sur la région parisienne. Ce sont des produits qui vont aller du tabouret, du petit objet de déco, à la table de salle à manger. On va aussi trouver du luminaire, des suspensions. Et on parle de meubles éthiques, c'est-à-dire qu'on est en quelle matière? Parce que j'imagine qu'il y a très peu de plastique. Alors il y a très peu de plastique effectivement, à l'exception d'un PVC recyclé qui a beaucoup de sens pour nous parce que c'est un des plastiques dont il est le plus pertinent de le recycler et de le réemployer plutôt que de l'incinérer. C'est d'autant plus pertinent qu'il n'est pas facile à recycler et qu'on ne peut pas en refaire des emballages comme le PET ou le PEHD. Et le PVC typiquement est un produit qui, quand on l'incinère, va créer des acides et provoquer des... Mais on est sur quoi? Sur du bois, du verre? Alors du bois principalement effectivement, parce qu'on travaille depuis 2018 avec l'ADEME sur l'éco-conception de nos mobiliers. L'ADEME, c'est l'agence de la transition. L'agence de la transition. De la défense de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà, c'est leur ancien nom, absolument. Et maintenant, ils ont simplifié un peu et ça fait du bien. Ils ont bien fait. Et donc, effectivement, l'ADEME nous aide depuis 2018 à travailler vraiment sur l'impact environnemental des produits. Il faut savoir que dans le meuble, en gros, on a 15% d'impact qui sont liés au transport et 80% d'impact qui sont liés à la matière première. Alors, vous avez 4 piliers, parmi lesquels le premier, l'éco-conception. Comment est-ce qu'on fait? La conception, c'est de l'ingénierie, c'est de l'intelligence. Comment on fait de l'éco-conception? Alors, l'éco-conception, c'est déjà partir d'un constat de départ, donc faire une évaluation du point de départ. Donc nous, on a regardé par exemple sur notre gamme de mobilier de bureau, on a regardé où étaient les impacts sur un mobilier moyen. Et là-dessus, on s'est dit comment est-ce qu'on va être capable de réduire les impacts en privilégiant les bonnes matières, les bons procédés d'assemblage, les bons systèmes de distribution, en évitant de faire appel à du carton ou à des emballages inutiles sur le transport. Dès qu'on travaille en B2B, on va travailler avec des couvertures. Voilà, toutes ces solutions-là qui permettent de pouvoir réduire les impacts et à la fin on fait une évaluation et donc quand on a fait cette première évaluation on est arrivé à une division par 4 de l'impact CO2 sur notre produit. Mais un autre de vos piliers est l'upcycling. C'est quoi l'upcycling en français? Alors l'upcycling, c'est ce qu'on va appeler réutilisation. Des déchets? Des déchets, exactement. Oui. Ouais. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez une hiérarchie du traitement des déchets. L'idéal, c'est de ne pas créer de déchets. Ensuite, vous pouvez vous dire, on va le réutiliser pour ce qu'il est. Je vais prendre de la moquette, je vais refaire de la moquette avec. Et après, il y a la phase qui précède le recyclage. C'est l'idée de se dire, OK, ce déchet, est-ce que je peux en faire ce qu'on appelle une matière première secondaire? Et donc, retravailler avec pour faire un nouveau produit. Typiquement, sur la gamme de bureaux dont je parlais, on va retravailler avec d'anciens plateaux de bureau, des panneaux de particules qu'on va pouvoir réutiliser. Et ça, quand on fait l'évaluation carbone derrière, ça nous permet d'arriver à une division par 8 de l'impact carbone sur nos produits. Mais qui vous fournit ces matières premières? Est-ce que c'est les entreprises? Parce que forcément, l'économie circulaire, ça vient forcément de quelque part et ça repart forcément quelque part aussi? Absolument. Et les gens qui vont nous fournir ça sont principalement les éco-organismes. Dans le domaine du meuble, on a Valdelia et Ecomobilier qui ont en charge de créer toutes les filières de collecte. Et on va aussi avoir nos clients directement qui vont venir nous voir en nous disant voilà, on a ces déchets-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Est-ce qu'on peut imaginer une lampe, un bureau, une table avec ces déchets-là? Vous faites de l'éco-conception, est-ce que vous faites de l'éco-fabrication? J'ai regardé vos suspensions, par exemple, vos luminaires qui sont très sympathiques. Vous récupérez des anciennes tôles, de l'acier, de l'aluminium et après, même les traitements de surface, les peintures, vous faites de la peinture écologique, par exemple? Alors, on a plusieurs démarches. D'abord, on va essayer de se régler pour avoir des niveaux d'exigence qui soient réalistes. Donc, par exemple, sur les peintures, on sait qu'on a des thermolaquages qu'on peut faire. C'est pas le cas sur cette lampe-là, mais sur d'autres produits, on va aller privilégier des peintures recyclées, donc aller chercher de la poudre qui va être récupérée dans les ateliers de peinture et qu'on va pouvoir réutiliser. D'accord. Et ça va nous donner des peintures sur lesquelles voilà, on n'a plus la trace liée à ces dérivés pétroliers. On va aussi travailler, par exemple, vous parliez de cette lampe, on travaille selon la technique du
repoussage sur métaux. Et cette technique du repoussage sur métaux, c'est une technique de mise en forme du métal qui se fait à froid. Donc là aussi, on n'a pas d'impact, pas trop d'impact énergie tel qu'on pourrait l'avoir quand on fait, quand on réchauffe et on refond. Le seul, c'est celui de la machine qui tourne pour le repoussage. Absolument. Et puis les calories du repousseur qui appuie fort sur la tôle. Ici, on est en direct du BPI France InnoGénération. Vous savez, le plus grand rassemblement d'entreprises aujourd'hui à l'Accor Arena. L'intérêt pour une entreprise telle que la vôtre, c'est quoi? C'est de créer du réseau, c'est de s'ouvrir vers des technologies, vers des métiers qui pourraient être connexes aux vôtres? Du réseau, absolument, d'aller rencontrer des financeurs. Aujourd'hui, on est on est en phase de levée de fonds, donc c'est intéressant pour nous d'être là pour ça. C'est aussi un endroit où on va pouvoir en profiter pour passer des messages, et je vous remercie d'ailleurs de me donner la parole. Je vous ai raconté que typiquement une entreprise comme la nôtre, elle est capable de diviser par 8 l'impact environnemental de certains produits. Aujourd'hui, typiquement, nous, on ne peut pas être jeune entreprise innovante. On fait de l'innovation frugale, on ne fait pas de la tech, et du coup, pas de bol, on ne rentre pas dans les cases et on ne peut pas bénéficier des exonérations de cotisation qui sont... Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est quoi? Alors, le mouvement Impact France dont je parlais tout à l'heure promeut l'idée que pour des bénéfices environnementaux et sociaux, on puisse avancer et on puisse élargir le scope de CJEI à d'autres acteurs. Vous avez fait une école de design avant d'être officier de marine marchande. Quand on regarde vos produits, vous travaillez avec des designers. Ouais. C'est une manière pour eux de leur mettre le pied à l'étrier pour se faire connaître? Alors pour certains oui, et puis pour d'autres ils le sont déjà. Typiquement on a travaillé, je parlais de la gamme de mobilier de bureau avec Samuel Akoseberi, il n'a vraiment pas eu besoin de nous pour acquérir une notoriété, mais effectivement il y a des gens pour qui on fait l'édition de leur première pièce, et il y a de jolies histoires comme ça avec nos designers. Tout à fait. Racontez votre histoire ici à la BPI, c'est aussi une manière peut-être de dire aux entreprises, nous on fait du mobilier recyclable, acheté chez nous plutôt qu'ailleurs. Absolument, et pas uniquement sur notre catalogue qui a vocation à adresser les retailers et le grand public, mais on est aussi capable de pouvoir développer pour eux des solutions de mobilier avec du sourcing de matières de réemploi, avec du design, et c'est ce qu'on fait fréquemment pour beaucoup de nos clients. Est-ce que demain, finalement, c'est de continuer à fabriquer local, mais dans plusieurs villes de France? Totalement, et on travaille beaucoup en région parisienne, mais on sait que typiquement là on travaille sur un projet pour une grosse foncière dans le nord de la France, et en fait dans ces cas-là on est capable de remobiliser ces savoir-faire qu'on connaît et qui sont répartis sur tout le territoire, et on remobilise des savoir-faire directement en région lilloise. Parce qu'on ne fait pas du tout du repoussage de la même manière que le travail du bois entre les lampes et les bureaux. Vous choisissez comment les gens avec qui vous travaillez? D'abord, il y a vraiment une question humaine. Au CV. Et la lettre de motivation. C'est ça. Je sais pas si ça on commence par ça. Mais effectivement, il y a d'abord une dimension humaine. C'est-à-dire que typiquement, le repousseur, Francis, avec qui on travaille, qui est à Chanteloup, c'est un gars génial qui a accepté de se reposer des questions sur sa pratique et de se dire, ok, moi je vais essayer de regarder ce que c'est que de travailler de la tôle en réemploi, parce que je ne l'ai jamais fait et que c'est l'avenir et qu'il faut que je m'y frotte. Mais il y a des gens qu'on a rencontrés avec qui on voulait travailler sur du verre et qui nous ont dit, non, mais moi je coupe que mon verre, votre verre en réemploi, j'en veux pas. Quand vous allez au restaurant, vous venez pas avec votre viande. Donc, je connais des gens qui le font, ça, vous savez. Sur les pénuries de main d'œuvre, sur les nouveaux métiers, les nouvelles expertises, parce qu'on en parle aussi beaucoup là. Est-ce que vous peinez parfois à trouver des gens sur certains modes ou certains postes? Alors chez nous, effectivement, on est sur des métiers innovants. Le conseil, l'expertise en réemploi et en éco-conception, c'est pas des métiers qui sont encore très développés. Donc sur l'économie circulaire et le réemploi, ce sont des gens qui se sont formés beaucoup sur le tas, et en fait les experts sont pas très nombreux. Donc effectivement, c'est pas évident de recruter. Mais je reprenais l'exemple du repoussage sur métaux. Aujourd'hui, c'est une filière qui a plus de formation, et donc les patrons d'entreprises de repoussage, ils forment sur le tas des gens qui recrutent. Difficilement, parce qu'aujourd'hui tout le monde ne veut pas se mettre dans un atelier pendant 8 heures. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui créent leur propre site de formation en interne. C'est quelque chose que vous pourriez imaginer un peu plus tard? Absolument, oui. Ouais. Absolument, ouais. Sur les sujets de... En fait, ce regard systémique qui consiste à... parce que c'est ça finalement notre métier, c'est construire une nouvelle chaîne de valeur pour partir du déchet jusqu'à un matériau de seconde vie. Et ça, ce sont des métiers qui aujourd'hui n'existent pas et qu'on forme en interne. Vous faites des produits haut de gamme. Est-ce que c'est finalement pas ça l'avenir pour les produits français? C'est certain, c'est certain. Et non seulement français, mais aussi éco-conçus et issus du réemploi, parce qu'il n'y a que sur le haut de gamme qu'on arrivera à justifier du surcoût
qui est lié à la main-d'œuvre supplémentaire dont vous avez besoin pour faire durer l'emploi. Juste une dernière petite question par rapport à ce que fait ce qui est fait en Europe. Est-ce que c'est une fierté française justement ce type de matériaux, enfin de produits? En tout cas, clairement, on est assez en avance, je pense, en France sur le sujet. Moi, je travaille pas mal avec le Benelux et on a des acteurs en Belgique et aux Pays-Bas qui émergent, mais on a en tout cas une dynamique de filière en France qui est très encourageante. En tout cas, ça s'appelle Kataba. Allez voir sur le site internet. C'est du japonais. Ouais, c'est du japonais, mais en tout cas, c'est bien français. Avec Luc Monvoisin qui était avec nous, fondateur et président. Merci d'avoir été avec nous. Et dans un instant, on va parler d'un nouveau produit. C'est extraordinaire. Vous savez qu'on ne peut plus mettre, Philippe, de chauffage à l'extérieur. Pour les terrasses des restaurants. Exactement. Et voilà, on est une jeune entrepreneuse qui a trouvé une idée plutôt assez étonnante. Et sur un de ses slogans est « Chauffez-vous la lune plutôt que la terre ». Et voilà, ça vous donne une idée. C'est un bon teasing. Allez, en direct de cet événement de BPI France à l'Accor Arena de Bercy. Absolument. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant et bienvenue sur Sud Radio. C'est la dernière partie des vraies voix responsables et en direct du BIG. Vous savez, le BPI France InnoGénération, cet événement incontournable pour les entrepreneurs et l'occasion peut-être unique de développer son business et son réseau. En tout cas, c'est certainement la raison pour laquelle Pascale Nollet est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes présidente d'une société. Alors écoutez bien, nous, on est passionnés. Ça s'appelle Cuchot. Cette entreprise, elle est née d'une interdiction, vous allez nous dire, d'une interdiction du gouvernement dans la loi climat, l'interdiction finalement de mettre des chauffages sur les terrasses des cafés et des restaurants. Du coup, perte de chiffre d'affaires pour en tout cas tous ces commerces de proximité. Et vous vous êtes dit, voilà, je vais imaginer quelque chose. Oui, on avait même lancé le projet avant l'interdiction. Parce que donc. nous, on est un peu green et on trouvait ça tellement aberrant de chauffer l'air qu'on avait lancé ce sujet. Et finalement, pour nous, tous les feux sont au vert puisque cette loi est arrivée. On a lancé l'entreprise il y a 2 ans en R&D puisque la période R&D était longue. L'interdiction est passée en avril l'année dernière. Et puis là, ça va être le lancement de notre officiel au salon Equipotel. Alors on parle de quoi? Parce que dites-nous, parce que c'est important. On parle de quoi? Cuchot, ça veut tout dire. Cuchot, ça en dit beaucoup. En un mot, mais en 2 mots, ça veut tout dire. En un mot, c'est vraiment une alternative au bien-être en terrasse. C'est une alternative au radiant. C'est un coussin assise et dos qui chauffe. Ouais. Mais comment on n'y a pas pensé avant? Bah oui, parce que le plaid c'est bien beau, mais dans le contexte. Et puis pour un premier dîner romantique, le plaid c'est quand même pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Mais comment on commence? Parce que est-ce qu'on fait ça à la maison? On bidouille un truc à la maison en disant on a peut-être une idée, il y a peut-être un truc là-dessus. Oui, nous on est deux hyper créatives. Mon associé est en formation textile, moi plutôt technique. Donc oui, on fait des prototypes et des prototypes à la maison. On va voir des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie en disant on a une idée, vous en pensez quoi? Et là, ça veut dire que vous avez fait une espèce de concertation en disant est-ce que c'est possible, ça c'est pas possible, qu'est-ce qui vous intéresserait? Ah oui, on a fait un prototype qui marchait, qui était fonctionnel, et puis on est allé les voir en disant c'est quoi les contraintes de votre métier? Et là, on a eu effectivement le retour en disant mais en terrasse, on a besoin d'éléments qui tiennent à l'extérieur, donc tissu outdoor, résistant au soleil, résistant à la pluie, pas salissant, anti-tache, lavable. Voilà, donc on a pris tous ces critères. Ensuite, on a eu les hôteliers qui nous disent oui, mais alors comme c'est des très beaux produits, nous ici le sujet c'est le vol, donc il faudrait trouver un système pour qu'on puisse pas nous les embarquer. Ensuite, on a eu le sujet de l'usage et pendant combien de temps on peut avoir chaud sur vos coussins. C'est ça. Donc voilà, on a travaillé tous ces sujets avec eux et pour répondre à chaque fois à leurs problèmes en tout cas. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne par pile? Est-ce que ça se recharge? C'est quoi le système? Alors le système c'est un tissu innovant chauffant qui est alimenté par une batterie 12 volts qui se trouve dans le dos à l'extérieur de la chaise et qui a une durée d'usage entre 4 et 8 heures en fonction de la puissance
que vous souhaitez. Vous pouvez... vous pouvez augmenter comme dans la voiture, augmenter ou baisser. Exactement, parce qu'on n'a pas tous la même... oui, c'est ça, les mêmes envies en matière de température. On chauffe entre 36 et 42 degrés, 42 étant la norme maximale, oui. Mais qui vous donne un réel confort. Et on recharge sur le secteur, c'est ça, après 8 heures? Alors, on a développé en parallèle des bornes de charge qui permettent pour le restaurateur de recharger 20 batteries en même temps. Ah oui. Oui, parce qu'on n'allait pas utiliser l'entièreté des prises électriques des restaurateurs. Et ça met combien de temps à chauffer? Parce que ça c'est important aussi. En 1 minute, vous avez la sensation de chauffe qui arrive. Est-ce que c'est soyons clairs, est-ce que c'est un coût important quand même pour aujourd'hui vous vous adressez aux entreprises, mais peut-être qu'on peut le faire chez nous aussi? Oui, alors dans un premier temps, on s'est orienté plutôt vers le professionnel B2B, puisqu'on répondait à cette interdiction. On le sait, les chauffages, les terrasses représentent pour certains 50% de leur chiffre d'affaires. Absolument. Donc il y avait une vraie réponse à amener d'abord à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on a développé un produit qualitatif haut de gamme. Garanti, avec une démarche d'éco-responsabilité, parce qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et du coup, dans la durée, c'est-à-dire que nous, on s'engage à la réparabilité. Pas question de jeter le coussin s'il y a une tache sur la housse, par exemple. On peut refournir que des housses. Vous allez faire le salon équipe hôtel et également vous prospectez, vous vendez directement aux hôtels, aux restaurants, ou vous travaillez avec des distributeurs exclusifs. Quel est votre circuit de distribution? Alors là, c'est le grand lancement pour nous, équipe hôtel. On a investi dans un joli stand et on va aller directement rencontrer les hôteliers et pourquoi pas des distributeurs. C'est notre premier salon où on présente la collection et où on démarre les ventes. On aura du stock pour équipe hôtel et on se lance. Ici à la BPI France Inno Génération, alors bien sûr c'est une innovation, vous venez chercher quoi? C'est pareil, des partenaires, des levées de fonds? Oui, alors on a un stand qui présente effectivement notre sujet et on vient se montrer déjà, dire coucou on existe, puisque tout le monde nous dit mais ah bon, c'est quoi ce produit? Et puis on espère se développer très vite, donc on aura très certainement besoin de fonds déjà pour aller vous plus nous vite. En mettrez deux. Oui. D'accord. Et en plus vous faites même pas du Made in France, mais du Made in Hauts-de-France, c'est ça? Oui, on aime le Hauts-de-France. C'est une région, vous vous en souvenez, qui est textile d'origine. Oui, absolument. Donc on était très contents de pouvoir associer le retour et industriel, textile, parce que là c'est à la cheval textile et industrie. Et technique, parce qu'il y a beaucoup d'électronique dans un coussin aussi. Bien sûr. Pascal, moi j'ai une petite question qui est totalement personnelle. On dit toujours, vous allez peut-être me trouver une solution, que le problème des chauffages par les fesses, soyons clairs, ça favorise les hémorroïdes. Comment le vendre finalement? Parce qu'on sait que dans les voitures, il y a plein de gens qui en veulent pas en disant non, je ne veux surtout pas avoir de problème. Est-ce que vous avez des solutions à apporter? Oui, bien sûr. On a très vite vu que notre produit intéressait beaucoup les femmes et il y avait une vraie réticence chez les hommes en disant ah non mais moi dans la voiture je l'allume jamais, je déteste. Donc on a essayé d'éplucher un petit peu le pourquoi de tout ça. On s'est rendu compte qu'en effet physiologiquement les hommes n'aimaient pas du tout cette chaleur à cet endroit-là. Ça dépend lesquels. Globalement, il paraît qu'il y a un sujet lié à la virilité. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc du coup, on a conçu effectivement le textile chauffant en évitant cette zone et en étant autour, sous les cuisses et très fort dans le dos. Est-ce que ça veut dire, parce que ça c'est plutôt rigolo, mais est-ce que ça veut dire que vous allez sans cesse innover parce que c'est un produit en développement, donc vous êtes déjà sur d'autres phases aujourd'hui? Ah oui, on est surpris déjà grâce aux interviews de se rendre compte que là j'ai des demandes entrantes de personnes qui disent mais est-ce que vous pouvez nous en procurer pour les bureaux? On est en pleine crise d'énergie. Nous, on n'avait pas prévu ça. Oui, mais si on ne chauffe plus les bureaux, le bureau que vous chauffez à 17, vous mettez un cul chaud. Voilà, donc on dit est-ce que vous pouvez nous en livrer pour nos bureaux de façon à ce qu'on puisse passer l'hiver confortablement derrière un écran. Donc vous voyez l'innovation, on n'aura plus besoin de tissu outdoor. Petite question, est-ce qu'il y aura un cul froid? Écoutez, on va d'abord être dans le chaud. Et quand tout le monde sera réchauffé, on réfléchira au froid. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez comme un slogan très drôle, réchauffer la Lune, pas la Terre. Oui, je suis sûr que c'est vous qui avez trouvé cette formule. Oui, cul chaud, réchauffe la Lune, pas la Terre. Ça va avec notre humour du moment. C'est poétique. En tout cas, on a été ravis de vous rencontrer parce qu'on adore votre projet.
et votre produit. Ça s'appelle Q-Show, donc on le rappelle, hein, on peut dire une assise chauffante, voilà, pour vous, hein, pour tout le monde. Il faut l'acheter. Pour chaises, fauteuil et même transat. Voilà, prenez-le comme commercial, il est parfait. Sport d'hiver, hein. Merci beaucoup. Mais oui, très bonne idée, Pascale Nollet, présidente justement de cette société Q-Show. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée sur Sud Radio. Et on se retrouve demain soir, pardon, oui. Philippe. Demain, c'est Patrick Roger et Frédéric Brindel pour la prématinale. Nous, c'est 17h, comme tous les soirs, du lundi au vendredi. Ouais, on vous souhaite une belle journée. Allez, belle journée. Tout de suite, belle soirée de famille avec Stéphane Moller. Allez, salut.